Bonjour et bienvenue à tous les esprits curieux pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument absolu. Ouais, un gros morceau, c'est sûr. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On va s'appuyer sur un ouvrage fascinant qui s'appelle, Marx à la plage, le capital dans un transat, écrit par Jean-Numa Ducange. C'est un excellent point de départ pour ce genre de sujet. Complètement. Parce que la mission de notre exploration d'aujourd'hui, elle est claire. On veut dépasser cette image très intimidante, tu sais, du manuel d'économie indigeste ou du vieux traité politique super austère. Et c'est un risque avec ce genre d'auteur, oui. Voilà. Le but pour nous, c'est vraiment d'extraire les pépites de savoir, les concepts fondateurs d'une des pensées les plus influentes de l'histoire moderne. C'est parfait pour ceux qui nous écoutent et qui cherchent à comprendre les mécanismes profonds de notre monde, le tout sans se noyer dans une surcharge d'informations, quoi. C'est une promesse ambitieuse, hein, mais le texte s'y prête à merveille en fait. C'est une œuvre dense, c'est complexe, mais ça offre une grille de lecture historique et économique tout à fait remarquable. Surtout quand on prend le temps de la décortiquer méthodiquement. Absolument. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est absolument impératif de faire une mise au point cruciale concernant l'impartialité de notre démarche aujourd'hui. Oui, c'est indispensable. Parce que le sujet qu'on aborde est politiquement très chargé. C'est indéniable. Historiquement, les idées contenues dans nos sources ont inspiré des mouvements d'extrême gauche, elles ont été associées à des régimes politiques complexes et parfois même très tragiques. Tout à fait. Mais dans le même temps, ces mêmes concepts sont aujourd'hui cités, étudiés et même salués par des dirigeants centristes ou même de droite. Donc il doit être formellement précisé pour notre auditoire que cette plongée n'a aucunement pour but de prendre parti. Non, pas du tout. On n'est pas ici pour valider, ni pour endosser ou critiquer l'une ou l'autre de ces visions politiques. Cette précaution, c'est vraiment la base de notre travail. La pensée de Karl Marx a eu d'innombrables vies, en fait. Elle a été sujette à de multiples interprétations à travers les époques. Mhm. Et séparer le texte de l'usage politique ultérieur, c'est la seule manière d'en saisir la substance analytique avec rigueur. Donc notre démarche, elle consiste en un rapport strictement neutre, factuel et impartiel des idées telles qu'elles sont dans le texte d'origine. On examine l'outil intellectuel. Point à la ligne. C'est très bien dit. Et justement, quand on observe l'utilisation de cet outil, on tombe d'emblée sur un paradoxe qui est absolument saisissant. Ah oui, le fameux grand écart historique. C'est ça. Si on fait un bond dans le passé, disons en mai 68, Marx, c'était l'icône incontestée de la subversion mondiale, quoi. La jeunesse défilait avec ses idées en étendard pour renverser l'ordre établi. Exactement. Mais avançons un peu le temps jusqu'en 2018. Pour le bicentenaire de sa naissance, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve le président français, Emmanuel Macron, qui conseille très sérieusement à la jeunesse de lire Karl Marx. Oui, c'est assez inattendu quand on y pense. Et l'ironie va encore plus loin. Jean-Claude Juncker, qui était alors président de la Commission européenne, il s'est rendu en personne à Trèves, la ville natale de Marx, pour lui rendre un hommage officiel super appuyé. Ce qui est fascinant ici, c'est de constater à quel point la grille de lecture de Marx est devenue incontournable. Même pour ses adversaires politiques les plus évidents, en fait. C'est devenu l'outil pour analyser le capitalisme. C'est fou quand même. Lors de ce discours dont tu parles, Jean-Claude Juncker a pris grand soin de séparer le philosophe des atrocités commises plus tard en son nom. Il a vraiment souligné que Marx avait analysé le monde d'une façon qui a changé le cours de l'histoire. Hmm. Et que ses écrits ont été, par la suite, reformulés. Parfois pour en faire l'exact contraire de son intention initiale d'ailleurs. C'est ce qui arrive souvent avec les grandes œuvres. Exactement. Et c'est la preuve éclatante que l'analyse économique et sociologique de Marx reste d'une acuité incroyable. Même les dirigeants libéraux ou conservateurs s'y réfèrent pour comprendre les crises du système dans lequel on vit. Bon, décortiquons tout ça. Qui était vraiment l'homme derrière cet immense mythe? Pour poser un peu le décor, Karl Marx naît en 1818 à Trèves, en Prusse rhénane. Et ce simple détail géographique, en fait, il porte déjà en lui les germes de sa pensée. Oui, l'empreinte de cette région est fondamentale. Il faut savoir que Trèves avait été annexée par la France sous l'Empire napoléonien. Ah d'accord. Et bien que Marx naisse après la chute de Napoléon, il grandit dans une zone où l'influence directe de la Révolution française et aussi l'introduction du Code civil ont laissé une trace indélébile sur les mentalités. Le fameux parfum de 1789, quoi. C'est ça. Les idéaux d'égalité, le renversement de l'ordre féodal, ça flotte encore dans l'air.
Et ce qui est drôle, c'est que Marx est issu d'un milieu plutôt bourgeois, Oui, son père est avocat, c'est ça, ouais. un avocat d'origine juive, converti au protestantisme pour pouvoir exercer, oui. Donc Marx aurait très bien pu faire une carrière de notable, bien tranquille, bien rangé. Et pourtant, il a choisi notre voie. Totalement. C'est son attrait pour la philosophie, et tout particulièrement la philosophie de Hegel, qui va le pousser vers une contestation intellectuelle radicale. Et cette contestation, elle va vraiment prendre une toute autre dimension grâce à une rencontre mémorable. C'est, on dirait, une scène tout droit sortie d'un film historique. La fameuse rencontre parisienne. Voilà. On est à l'été 1844, à Paris, une ville que Marx qualifiait de capitale du Nouveau Monde à l'époque. Et au fameux Café de la Régence, il s'assoit pour discuter longuement avec un certain Friedrich Engels. C'est la naissance d'un des duos intellectuels les plus prolifiques de l'histoire. Et sans cette discussion, l'histoire aurait été différente. Sans cette discussion au Café de la Régence, l'œuvre de Marx telle qu'on la connaît, et surtout le Capital, n'aurait probablement jamais vu le jour. Jamais à ce point-là. À ce point-là, Engels, il apporte vraiment la pièce manquante au puzzle. Ce n'est pas qu'un théoricien, c'est un fils d'industriel. Donc il est sur le terrain. Exactement. Il connaît les rouages froids de l'économie de l'intérieur, et c'est lui qui va fournir à Marx les précieuses données concrètes, les statistiques vertigineuses. Il lui amène l'observation directe de la misère ouvrière et de l'industrie en Grande-Bretagne. C'est une ironie incroyable qu'on ne souligne jamais assez, je trouve. L'analyse la plus féroce et la plus systématique du capitalisme a été littéralement financée par les revenus d'une usine textile, quoi. C'est le paradoxe ultime, oui. Puisque Engels va carrément soutenir financièrement Marx pendant de très longues périodes de grande précarité, quand il sera exilé à Londres plus tard. Le contraste est saisissant, en effet. Et ça nous amène d'ailleurs à dissiper une autre grande illusion. Une caricature très tenace qui colle vraiment à la peau de Marx. Laquelle ? Dans l'imaginaire collectif, son nom est presque automatiquement associé au totalitarisme étatique, à une bureaucratie écrasante, omniprésente. Ah bah oui, c'est vrai que quand on dit marxisme, la première image qui vient à l'esprit, c'est immense ministère tout gris avec des millions de fonctionnaires qui contrôlent le moindre aspect de la vie. Or, l'auteur de notre source s'attaque fermement à ce préjugé en retournant simplement au texte. Et les fameux textes originaux. Si on prend une œuvre majeure comme le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, rédigé en 1852, la vision de Marx sur l'État est sans aucune équivoque. Il dit quoi exactement ? Il décrit l'appareil d'État de la France, avec son demi-million de fonctionnaires et son armée, comme un, et je cite les mots de Marx, « corps parasite effroyable qui bouche tous les pores de la société ». Un corps parasite effroyable. C'est presque un vocabulaire de film de science-fiction ou d'horreur. On imagine une sangsue géante accrochée au pays. L'image est frappante et elle est voulue pour marquer les esprits. Marx avait une détestation viscérale de la bureaucratie, qu'elle soit prussienne, tsariste ou française. Donc on est très loin du culte de l'État. Très loin. Le but ultime de la théorie de Marx, il faut le rappeler, était fondamentalement anti-étatique. La finalité du communisme, telle qu'il l'envisage philosophiquement parlant, c'est l'extinction pure et simple de l'État. L'extinction totale. Oui, alors certes, il jugeait que la conquête du pouvoir et de l'État était une étape temporaire, une étape nécessaire pour briser les structures anciennes, d'où son engagement politique stratégique. Ouais, il fallait bien utiliser la machine pour la détruire, en gros. C'est l'idée. Mais la finalité restait bel et bien la disparition totale de cette entité bureaucratique oppressive. Là où ça devient vraiment intéressant, et c'est la pépite qui surprend toujours tout le monde quand on en parle, c'est quand on s'attaque au concept roi de tout ça, le moteur absolu. La fameuse lutte des classes. Ah, la lutte des classes. Pour Marx, c'est le moteur de l'histoire humaine. Mais l'ironie suprême, et nos sources le montrent bien, c'est qu'il n'a pas du tout inventé ce concept. En fait, il l'a carrément volé, ou disons poliment, emprunté à les bourgeois. Oui, alors, le mot « voler » ferait sans doute sourire Marx lui-même parce qu'il le reconnaît avec la plus grande transparence. Il ne s'en cachait pas. Pas du tout. Dans une lettre de 1852 adressée à son ami Joseph Weidemeyer, Marx avoue explicitement qu'il n'a découvert ni l'existence des classes dans la société, ni la lutte qu'elles se livrent. C'est fou d'écrire ça noir sur blanc. Il précise avoir repris ce concept à des historiens et des hommes politiques que l'on qualifie de bourgeois et parfois même de très, très conservateurs. Quand on lit les noms dans le livre, on tombe des nues. On parle de figures comme François Guizot, Adolphe Thiers, Augustin Thierry.
des hommes d'ordre. Des libéraux de l'époque, des ministres très à droite, qui analysaient les révolutions anglaises et françaises comme de grands affrontements entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Oui, des affrontements de classe purs et simplement. Et pour resituer un peu pour notre auditoire, Adolphe Thiers, c'est quand même l'homme qui fera noyer dans le sang la Commune de Paris quelques années plus tard. Donc si les conservateurs ont inventé la lutte des classes, qu'est-ce que Marx a bien pu apporter de plus ? Son innovation radicale, ce qu'il revendique vraiment dans cette même lettre, c'est d'avoir théorisé que cette lutte mène historiquement, inévitablement, à ce qu'il appelle la dictature du prolétariat. Aïe, le mot qui fâche. Et attention, oui, il faut urgemment contextualiser ce terme. C'est clair. Avec notre regard contemporain, le mot dictature renvoie immédiatement aux tyrans du XXe siècle. On pense au goulag, aux régimes autoritaires. Mais à l'époque de Marx, le sens est différent. Ce mot fait strictement référence à la magistrature romaine de l'Antiquité. Donc, on ne parle pas d'un tyran en solitaire enfermé dans son palais qui opprime son propre peuple. Loin de là. Dans l'Antiquité romaine, la dictature est un pouvoir exceptionnel, conféré pour une durée bien limitée, le temps de sauver la République d'un péril imminent. Un état d'urgence, en quelque sorte. Exactement. Marx le pense comme une forme de démocratie radicale, où les opprimés, qui sont l'immense majorité, concentrent tous les pouvoirs pour briser la domination d'une minorité d'oppresseurs. Pour faire le ménage, en gros. Et l'objectif de cette période de transition très ferme, c'est d'aboutir à l'abolition de toutes les classes, pour créer cette fameuse société sans classe. D'accord. Mais pour bien comprendre comment la société bascule d'un état à l'autre dans sa théorie, il y a un petit peu de jargon qu'on doit absolument éclaircir. Nos sources insistent beaucoup sur la différence entre une classe en soi et une classe pour soi. Oui, c'est un concept crucial. Et je trouve que ça aide vraiment à lire l'actualité même aujourd'hui. C'est un outil d'analyse redoutable. Une classe en soi, c'est un groupe d'individus qui partagent de fait la même condition économique. Juste sur le papier, quoi. Voilà. Prends par exemple des milliers de travailleurs précaires qui subissent les mêmes horaires décalés, les mêmes bas salaires. Objectivement, ils forment une classe. Mais ça ne déclenche aucune dynamique historique en soi. Pour changer les choses, il faut passer au stade de la classe pour soi. C'est l'étincelle. C'est l'instant de bascule, le moment où ce groupe prend conscience de ses intérêts communs, s'organise politiquement, crée des syndicats, des partis et agit de manière vraiment solidaire. Et il y a une anecdote géniale, enfin, un peu cruelle dans le livre, pour illustrer à quel point Marx pouvait être féroce quand une classe refusait de devenir pour soi. L'histoire du sac de pommes de terre. C'est ça. En 1852, Marx observe les paysans français. Ils vivent tous dans la même misère, ils partagent les mêmes conditions de vie très dures sur leur petite terre, mais au lieu de s'unir pour changer le système, ils votent massivement pour confier les pleins pouvoirs à Louis-Napoléon Bonaparte. Et Marx ne leur pardonne pas. Ah, il les tacle sans aucune pitié. Il explique qu'ils vivent isolés les uns des autres, sans véritable communication à l'échelle nationale, et il les compare littéralement à des pommes de terre qu'on aurait jetées dans un sac. L'image est forte. Elles sont posées les unes à côté des autres, elles se touchent, mais elles ne forment jamais un véritable corps uni. Résultat des courses, le sac entier est porté par le premier dirigeant autoritaire qui passe par là. La métaphore est cinglante, mais elle montre une chose essentielle, c'est que Marx observe la réalité avec beaucoup de pragmatisme. Si on le relie ça à une vision plus globale de son œuvre, on constate qu'il n'est pas enfermé dans un dogme rigide. Il évolue. Complètement. Vers la fin de sa vie, dans une préface rédigée en 1882 pour l'édition russe du Manifeste communiste, il va justement reconsidérer le rôle de la paysannerie. Ah oui. En observant l'obchina, c'est-à-dire la communauté rurale traditionnelle russe qui possède les terres en commun, il émet l'hypothèse audacieuse que cette structure pourrait servir de point de départ direct vers le communisme. Sans passer par l'industrialisation. C'est ça. Il envisage que la Russie puisse faire l'économie de la phase destructrice du capitalisme industriel occidental. C'est vraiment la preuve d'une pensée en mouvement perpétuel. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on décide de s'attaquer au chef-d'œuvre de cette pensée en mouvement ? Je parle bien sûr du Capital, dont le premier livre sort en 1867. Honnêtement, c'est un bouquin qui terrifie pas mal de lecteurs. Et on les comprend. Des milliers de pages, des formules mathématiques, des concepts très arides. Comment on aborde un tel monstre éditorial ? C'est indéniablement un livre ardu. Il faut se rappeler qu'il a été pensé à l'origine comme une arme théorique. Une arme à destination d'une élite militante qui était ensuite censée vulgariser ses idées auprès des ouvriers. Heureusement, nos sources nous donnent une petite astuce de lecture. Et pas n'importe qui, puisqu'elle vient du célèbre philosophe Louis Althusser.
Son conseil est merveilleusement pragmatique. Pour lire le Capital, il faut surtout absolument s'interdire de commencer par le chapitre 1. Et le philosophe avait vu juste. Le premier chapitre, il décortique la notion de marchandise. C'est d'une abstraction métaphysique qui décourage probablement 90% des lecteurs. C'est indigeste. Althusser suggère de prendre le livre à l'envers, de commencer par les chapitres de la fin qui sont consacrés à ce que Marx appelle l'accumulation primitive. Et ça change tout, parce que d'un coup, on plonge dans une histoire de chair et de sang. L'histoire du capitalisme, c'est pas juste des marchands qui se mettent gentiment d'accord sur le prix d'un sac de blé autour d'une table. Non, pas du tout. Quand on lit la description de cette période dans nos sources, on réalise que c'est d'une violence inouïe. L'accumulation primitive, c'est la destruction brutale du monde féodal pour forcer au forceps la naissance du monde capitaliste. Marx documente un pillage organisé à grande échelle. Un vrai pillage, ouais. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne au XVe et XVIe siècle. L'industrie de la laine en Flandre est très florissante, ce qui fait exploser les prix. Les grands seigneurs britanniques font un calcul très rapide. Un mouton rapporte désormais beaucoup plus qu'un paysan. L'équation est vite vue. Ils décident donc de transformer les vastes terres arables, les champs ouverts, en d'immenses pâturages clos. C'est le mouvement des enclosures. Et les paysans qui vivaient sur ces terres depuis des générations, ils deviennent quoi face aux moutons? Ils sont purement et simplement chassés. Chassés par la force. Marx dénonce l'usurpation des biens communaux. Les maisons sont rasées. Il utilise d'ailleurs cette expression glaçante. Guerre aux chaumières. Ah, ça fait froid dans le dos. Des familles entières sont arrachées à leurs moyens de subsistance traditionnels, jetées sur les routes et transformées du jour au lendemain en un prolétariat, je cite, sans feu ni lieu. Des gens complètement démunis. Des bras dociles, affamés, ils n'ont d'autre choix que de migrer vers les villes pour aller se vendre aux manufactures naissantes, juste pour ne pas mourir de faim. Une fois qu'on a bien en tête cette genèse imprégnée de violence, on comprend beaucoup mieux l'engrenage central de l'analyse économique de Marx. Le fameux cœur du système. C'est ça, la formule de la plus-value ou survaleur. C'est là que la mécanique intime de l'exploitation est mathématiquement dévoilée. Si je veux l'expliquer simplement, imaginons que j'ouvre une boulangerie. Très bien. L'exemple de la boulangerie est excellent pour décomposer la théorie de la valeur. Vas-y. D'accord. Donc pour faire tourner ma boulangerie, je dois acheter des fours, un pétrin, de la farine, payer l'électricité. Tout ça, selon Marx, c'est le capital constant. Sa valeur ne change pas, elle est juste transférée dans le pain final. C'est exact. Ensuite, je dois embaucher des boulangers pour faire le travail. Leur salaire, c'est le capital variable. Et c'est là que se niche tout le tour de passe-passe. Explique-nous ce tour de passe-passe. En fait, je paie mon boulanger pour sa force de travail. C'est-à-dire que je lui donne le salaire minimum dont il a besoin pour payer son loyer, se nourrir, se reposer et revenir travailler en forme le lendemain. Disons que cet équivalent de survie représente 4 heures de son travail. Très bien. Mais je le fais travailler 8 heures dans la journée, pas 4. Et pendant ces 4 heures supplémentaires, il continue de créer de la richesse en produisant des baguettes, mais cette valeur-là, ce surplus, ça va directement dans ma poche de patron. C'est bien ça, la plus-value? C'est la définition parfaite. Le travailleur produit systématiquement une valeur supérieure à ce que coûte son propre entretien. C'est mécanique. Et cette différence, ce surplus gratuit, c'est le capitaliste qui se l'approprie, en toute légalité. Pour Marx, c'est l'essence même de l'exploitation. Ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que le patron boulanger n'est pas forcément un individu moralement mauvais ou sadique. C'est pas une question de méchanceté personnelle. Pas du tout. C'est le système tout entier qui repose sur cette extraction mathématique obligatoire d'une valeur non payée. Sinon, le patron fait faillite face à la concurrence. Mais alors, il y a une question un peu naïve qui surgit quand on entend ça. Pourquoi les travailleurs acceptent un tel marché? Pourquoi ils ne disent pas « garde tes fours, je vais faire mon propre pain dans mon coin ». Et c'est une excellente question. Qu'est-ce qui maintient cette illusion de liberté quand on signe un contrat de travail? La réponse, elle se trouve dans l'accumulation primitive dont nous venons juste de parler. Les travailleurs acceptent parce qu'ils ont été préalablement dépouillés. Ah. Ils ne possèdent absolument plus les moyens de production, ils n'ont pas de four, pas de farine, pas de terre. La seule et unique marchandise qu'il leur reste à vendre sur le vaste marché, c'est leur propre force de travail, physique ou intellectuelle. Ils ont le dos au mur. Et le système génère alors ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise. C'est un concept fascinant. Notre auditoire peut tout à fait s'imaginer ce que ça donne aujourd'hui. Quand on achète un t-shirt de fast fashion à 3 € ou le tout dernier smartphone brillant.
Oui, l'exemple du smartphone est très parlant. On regarde l'objet, son design, on regarde son étiquette de prix, et on a la vague impression que la valeur vient de l'objet lui-même, que c'est magique. Ce que le fétichisme accomplit, c'est une forme d'aveuglement collectif, en réalité. Le marché vient masquer tous les rapports de domination. C'est ça. Derrière l'écran tout lisse de notre smartphone, on ne voit plus les mineurs de cobalt, on ne voit pas les ouvriers épuisés sur les chaînes de montage, on ne voit plus les rapports de force cruels. On voit juste un simple échange entre nous et le magasin. Un échange qui semble naturel, libre et équitable. La marchandise agit comme un gigantesque écran de fumée qui cache l'exploitation humaine. Et cette idée d'exploitation invisible, elle nous mène directement à la ressource la plus précieuse que le travailleur possède, son temps de vie. Son temps, oui. Et là-dessus, nos sources rapportent une image tirée du texte qui est franchement d'une puissance absolue. Marx ne décrit pas le capital comme un concept abstrait dans un tableau Excel ou comptable. Loin de là. Il le décrit comme un loup-garou, un monstre doté d'une faim bestiale qui dévore le temps du travailleur. Cette allégorie du loup-garou est révélatrice de la brutalité effarante de la révolution industrielle. Marx démontre que le capital, de par sa nature même de recherche de profit infini, ne connaît aucune limite morale, aucune limite physique spontanée. Il a toujours faim. Il a une soif inextinguible d'incorporer toujours plus de travail humain. Si on le laisse faire, le capital usurpe le temps nécessaire au sommeil, il vole le temps qu'il faudrait pour respirer un peu d'air frais. Il va jusqu'à grignoter sans pitié sur les pauses repas de l'ouvrier, juste pour allonger la journée de production au maximum. Ce qui provoque un choc frontal, ce que l'ouvrage appelle le conflit du droit contre le droit. Oui, c'est une situation juridiquement insoluble. D'un côté, le capitaliste a légalement acheté une marchandise, la force de travail, pour une journée. Et il estime avoir le droit d'en user au maximum de son potentiel. Logique, de son point de vue. De l'autre côté, le travailleur revendique le droit de préserver sa santé, de ne pas mourir d'épuisement et de se reposer. Entre ces deux droits, qui sont égaux en théorie, Qui gagne? Marx conclut que c'est la force pure, le rapport de puissance sociale, qui tranche. Et quand on se penche sur les exemples historiques que cite Marx pour illustrer ce rapport de force, honnêtement, on a des frissons. Les conditions de l'époque étaient terribles. On ne parle pas juste de fatigue de fin de journée, on parle de rapports officiels décrivant des enfants de 9 ans forcés de travailler parfois 20 heures d'affilée. C'est insoutenable à lire. Et l'exemple des fabricants d'allumettes, c'est peut-être le plus terrifiant de tous. Nos sources racontent que de jeunes garçons et des femmes devaient manger leur maigre repas tout en continuant de plonger des baguettes dans du phosphore chaud. C'est d'une cruauté sans nom. On doit vraiment s'arrêter une seconde sur l'horreur viscérale de cette scène. Ils s'empoisonnaient lentement, les vapeurs toxiques détruisant littéralement leurs os, tout en essayant de se nourrir juste au-dessus de leur bassine de produits chimiques. C'est glaçant. Brisé. Mais alors, une objection majeure apparaît quand on regarde cette époque. Le 19e siècle, c'est aussi l'âge d'or de l'explosion technologique, des sciences, les grandes machines à vapeur, l'automatisation naissante. Est-ce que la machine ne devait pas justement soulager ses enfants et libérer l'ouvrier de la souffrance physique? C'est tout le paradoxe que soulève l'analyse marxienne de la technologie. En théorie pure, oui, la machine allège l'effort humain. C'est ce qu'on nous vend toujours? Mais dans un cadre d'utilisation capitaliste, la logique s'inverse tragiquement. La machine ne libère pas l'humain de la tâche épuisante. Au contraire, elle dépouille le travail de son sens, de son intérêt. Comment ça? L'artisan, qui était fier de son savoir-faire, est remplacé par un ouvrier vidé de ses compétences, qui devient le simple apprenti d'un automate rythmé par le moteur à vapeur. Un exécutant qui appuie sur un bouton. Marx a une expression redoutable pour cela. La fabrique instaure une discipline de caserne. L'usine est littéralement organisée comme une armée, avec de simples soldats dociles et des sous-officiers industriels chargés de la surveillance, écrasant toute initiative ou liberté individuelle. Et face à cette oppression mécanique, à cette discipline de caserne, les réactions étaient parfois très violentes. On pense inévitablement au fameux mouvement des Luddites au début du 19e siècle. Ah, les briseurs de machines. Ces ouvriers anglais du textile qui pénétraient dans les usines la nuit pour détruire à coups de marteau les métiers à tisser à vapeur, ils les accusaient de voler leur vie. C'est un peu comme si, aujourd'hui, des gens allaient détruire les serveurs des intelligences artificielles avec des battes de baseball. La comparaison est très pertinente, oui. Et l'analyse que fait Marx des Luddites l'est tout autant. Marx comprend leur désespoir profond. Mais il juge que casser la machine physique, c'est une erreur stratégique fondamentale.
C'est se tromper de cible? Exactement. Il explique dans ses textes qu'il faut du temps, de l'éducation et de l'expérience pour que le mouvement ouvrier comprenne qui est son véritable adversaire. L'ennemi, ce n'est pas l'outil technique, ce n'est pas la machine à vapeur ou l'algorithme. C'est qui alors? L'ennemi, c'est la forme sociale d'exploitation de cette machine. Ce n'est pas l'innovation technologique le problème, c'est le fait qu'elle soit la propriété exclusive d'une minorité et qu'elle soit utilisée dans le seul but d'extraire de la plus-value au lieu de réduire le temps de travail de tous. C'est une distinction lumineuse. Ça change complètement la perspective sur la technologie. Absolument. Bon, si l'on prend un peu de recul pour récapituler la valeur de notre exploration d'aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que ceux qui nous écoutent disposent désormais d'une cartographie mentale extrêmement solide des concepts fondateurs de la pensée de Karl Marx. Oui, on a couvert l'essentiel du moteur analytique. On a décortiqué la création invisible de la plus-value dans notre petite boulangerie, on a révélé le fétichisme de la marchandise cachée derrière nos smartphones, on a découvert que la lutte des classes avait été ironiquement conceptualisée par des historiens très bourgeois, et on a ressenti le vol du temps de vie par ce loup-garou capitaliste. Tout ça sans avoir eu à affronter les milliers de pages parfois très ardues de l'œuvre originale. Le pari est réussi, mais je tiens à rappeler une dernière fois le cadre de notre démarche aujourd'hui. Ces concepts d'accumulation primitive, de plus-value ou d'aliénation, qu'on les approuve fervement ou qu'on les combatte avec vigueur, ils ont été présentés ici pour leur immense valeur historique et intellectuelle. Et c'est important de le rappeler parce qu'ils structurent encore en grande partie nos débats modernes. Sur le salariat, la répartition du temps de travail, les dérives de la mondialisation, au-delà de toute considération partisane. Tout à fait. Et pour clore notre analyse, cela soulève une question importante. La réflexion de Marx sur les machines, elle nous pousse vraiment vers une interrogation vertigineuse quant à notre propre avenir technologique. C'est exactement la pensée provocatrice sur laquelle nous allons laisser notre auditoire méditer aujourd'hui. Je t'écoute. En construisant sur cette idée que Marx critiquait non pas la technologie en soi, mais l'usage qu'on en fait pour voler le temps de vie et imposer une discipline de caserne. Projetons-nous dans notre présent. Avec l'intelligence artificielle, par exemple. Exactement. À quoi ressemblerait l'automatisation extrême, comme l'IA générative et la robotique avancée qu'on développe à vitesse grand V aujourd'hui, dans une société où ce besoin d'extraire la plus-value du temps humain n'existerait plus? C'est une excellente question. Ces mêmes algorithmes et automates, qui semblent parfois menacer les travailleurs et précariser les emplois sous un prisme de rentabilité financière, pourraient-ils au contraire contenir la clé d'un monde entièrement nouveau? Un renversement de situation ? Un monde où l'humain serait enfin libéré de l'obligation du travail. Ce qui permettrait, selon les mots mêmes de l'auteur du Capital, ce plein et libre développement de chaque individu. Les machines oppresseuses d'hier pourraient-elles devenir les instruments de notre émancipation demain? Une très belle piste de réflexion. Une réflexion profonde sur l'outil, le pouvoir et la valeur de notre temps, à emporter avec soi pour la suite. Merci à tous d'avoir partagé cette plongée captivante dans nos sources avec nous et à très bientôt pour une nouvelle exploration de la connaissance.